Puissantes, impénétrables, construites avec les technologies les plus modernes de leur époque, les fortifications nous évoquent le Moyen-Âge. Dans les années 1930, pourtant, toute l'Europe décide de se barricader derrière des forts et des lignes de défense. Tchécoslovaquie, Pologne, Belgique, Suisse. Près de 2000 km de lignes fortifiées sont construites à travers le vieux continent. La Première Guerre mondiale a profondément marqué les esprits. Et l'idée est de dire, si on s'emmure et qu'on reste caché derrière nos fortifications, rien ne pourra nous arriver. La référence de toutes les fortifications de cette époque est française, c'est la ligne Maginot. Ouvrage modèle et précurseur pour bon nombre de pays, c'est une superstructure de son temps. Il y a des groupes électrogènes, il y a la filtration de l'air, il y a la surpression atmosphérique pour se protéger contre les gaz de combat. Vous avez vraiment l'impression de rentrer dans un monde de Jules Verne. Pour la première fois de l'histoire, on a une armée qui vit complètement sous terre, sous béton. C'est tout à fait magistral, hein. La puissance et la technologie de la ligne Maginot impressionnent même son pire ennemi, l'Allemagne nazie. C'est pour lui tenir tête qu'en 1938, le Führer lance la construction de sa propre muraille, le mur de l'Ouest, surnommé par les Alliés la ligne Siegfried. En mai 1938, Hitler ordonne la construction de 11 à 12 000 bunkers en seulement 4 mois. Un demi-million de personnes travaillent sur les chantiers. La ligne Siegfried, c'est 17 000 petits bunkers répartis sur toute la frontière. Plus de 700 km entre l'Atlantique et la Méditerranée pour la ligne Maginot, contre 630 km des Pays-Bas à la frontière suisse pour la ligne Siegfried. À partir de 1940, le monde entier retiendra son souffle pour assister à la mise à l'épreuve de ces deux forteresses. Comment l'idée des fortifications s'impose-t-elle en France et dans l'Allemagne nazie à l'époque des avions de combat et des chars d'assaut? Ligne Maginot et ligne Siegfried, en quoi se distinguent-elles? Et finalement, comment ces lignes ont-elles résisté à l'épreuve des combats? Voici une histoire oubliée de la Deuxième Guerre mondiale, la dernière guerre des fortifications. Janvier 1919, dans la galerie des glaces du château de Versailles. 3 mois après la fin de la Première Guerre mondiale, les puissances victorieuses, les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France, s'apprêtent à gérer l'avenir d'une Europe en ruine. Tous sont d'accord sur une chose, il faut punir celle par qui elle a commencé, l'Allemagne. Et c'est surtout la France qui va insister pour obtenir des sanctions particulièrement dures. Envahis à 2 reprises, en 1870 et en 1914, les Français sont traumatisés par leurs puissants voisins. C'est un vainqueur qui a un peu peur de son vaincu, en réalité, après 1918. Et la grande obsession, c'est le retour de la menace allemande. Il faut se mettre en posture de ne pas être, une nouvelle fois, menacé par cette Allemagne dont le territoire n'a pas été envahi. Ça sera l'objet des négociations du traité de Versailles. Le traité stipule que l'Allemagne est seule responsable de la guerre. Sous la surveillance d'une commission internationale, son arsenal doit être progressivement détruit et ses dernières fortifications rasées. L'Allemagne n'a pas le droit de posséder des avions militaires ou des tanks. Sa force navale est réduite à néant. Le pays est désarmé et le but, c'est que ça reste comme ça. Tout ce que le traité lui accorde pour sa protection est une petite armée d'à peine 100 000 hommes. Et par-dessus tout, l'Allemagne doit payer des réparations de guerre exorbitantes à la France. Sans le vouloir, le traité de Versailles porte déjà les germes d'un futur conflit entre la France et l'Allemagne. Et si la France veut la paix, elle doit se préparer d'une manière ou d'une autre à la guerre. Au prix de grands efforts et d'immenses pertes humaines et matérielles, la France a récupéré ses anciens territoires, l'Alsace-Lorraine. Il faut maintenant protéger cette nouvelle frontière avec l'Allemagne. La France a gagné la guerre. Bien sûr, c'est très important pour le pays, mais en même temps, il est épuisé.
De plus, la société française sait qu'elle n'a pas gagné cette guerre toute seule, mais avec le soutien des Belges et des Britanniques. Et en réalité, plus personne n'a envie de se battre. Le mot d'ordre, c'est plus jamais ça. Alors, pendant toutes les années 20, il va y avoir des discussions, des réflexions sur comment se protéger d'une invasion allemande. Se protéger sans partir en guerre pour autant. Pour résoudre cette équation, les militaires français analysent les 4 années de la Première Guerre mondiale. Entre les tranchées, les avions et les chars, quelles sont les armes et les stratégies qui ont le mieux fonctionné ? Ce qui ressort, et tout le monde est d'accord là-dessus, c'est la résistance de ces lignes fortifiées, de ces lignes de tranchées, de ces positions. Tout le monde est à peu près d'accord sur cette idée qu'un système de défense moderne, à l'époque, doit s'appuyer sur une ligne défensive, sur une barrière, une grande barrière. S'impose alors la question des fortifications. Les forts de Verdun n'ont-ils pas permis de repousser l'assaut allemand en 1916 et de remporter la victoire ? Pour une partie de l'état-major, c'est la voie à suivre. Avant la bataille de Verdun, les Français ne croyaient plus en l'efficacité des fortifications. Du coup, le célèbre fort de Douaumont n'était même pas défendu. Les Allemands y sont rentrés sans problème. Bien sûr, on a vite réalisé que c'était une erreur. Et au final, c'est grâce à ces forts que les Français ont réussi à arrêter l'assaut allemand. Ça leur a permis de réaliser la véritable valeur des fortifications. Verdun est le grand symbole pour les Français. Et l'idée qui s'installe après la guerre est la suivante. Grâce à ce genre de fortification, ils ne passeront pas. Et toute la stratégie après 1918 va se concentrer sur la fabrication de beaucoup de petits Verdun. Résultat, pour la France, l'option défensive qui privilégie la fortification des frontières va gagner du terrain. Les Français tirent alors un trait sur les armes offensives, comme les tanks et les avions. Une décision qui sera lourde de conséquences. De l'autre côté du Rhin, l'Allemagne est limitée dans ses choix par le traité de Versailles. Le commandant de la petite armée de 100 000 hommes censé protéger le pays s'appelle Hans von Seeckt. Pour les militaires allemands, le traité de Versailles est non seulement humiliant, mais aussi dangereux pour la sécurité du pays. Pendant la République de Weimar, les militaires allemands vont s'échiner à résoudre une tâche impossible. Défendre les longues frontières de leur pays à l'aide d'une armée minuscule et sans avoir le droit de construire des fortifications. Seule option possible pour l'état-major allemand, une armée mobile. Mais comment contourner l'interdiction de fabriquer des armes ? À la recherche de solutions, Hans von Seeckt se tourne alors vers un partenaire improbable, l'Union soviétique. Le principe est le suivant. Les Allemands partagent leur savoir-faire technologique très développé à l'époque et de l'autre côté, les Soviétiques leur offrent l'occasion de tester les nouvelles inventions chez eux. Ensemble, ils vont créer une école d'armes chimiques, une école de chars et d'aviation. Cette collaboration permettra aux Allemands de garder leur avance technologique en matière d'armement. Loin des observateurs internationaux, les Allemands se mettent alors à développer et tester de nouvelles armes en toute impunité. En collaboration avec l'URSS, la guerre moderne est en train de naître. Entre-temps, à Paris, l'idée d'une doctrine militaire purement défensive s'est définitivement imposée. Les problèmes démographiques ainsi que le pacifisme de la société encouragent les politiques à aller dans ce sens. Au lieu de vouloir mettre la pression, on va dire, sur l'Allemagne, on considère qu'on va normaliser nos rapports avec l'Allemagne. Donc on imagine qu'on va aboutir à la paix par d'autres moyens. En 1927, le président du Conseil de l'époque, Daladier, dit voilà, la France ne déclarera plus la guerre à personne, quoi. Bon. Place aux réformes militaires élaborées pendant les 10 dernières années.
Leur outil principal, une gigantesque ligne de défense allant de l'Atlantique jusqu'aux Alpes italiennes. Sa particularité, des zones fortifiées aux endroits stratégiques, à la frontière avec l'Allemagne et dans les Alpes à la frontière franco-italienne. Cette ligne de défense portera le nom du ministre de la Guerre, André Maginot. Un système de fortification, quel qu'il soit, c'est le moyen de protéger les hommes, mais aussi de leur permettre de se battre dans de bonnes conditions. Donc les fortifications doivent permettre à la France de mobiliser son armée, tout en protégeant les régions riches et industrielles, globalement l'Alsace et la Lorraine. Pour concevoir les grands bunkers, les militaires vont s'appuyer sur les expériences de la Première Guerre mondiale. Ils analysent notamment les points faibles des forts de Verdun. Pour les officiers du génie, pour ceux qui faisaient des études, on a regardé les dégâts sur les forts français à Verdun. C'était des grosses masses de béton sur lesquelles se trouvaient les tourelles et les casemates. Eh bien, on s'était rendu compte que lorsqu'on les bombardait, même si on tirait à côté de la tourelle, le fort était ébranlé parce que les obus tombaient dessus. Alors comment construire des forts qui résistent mieux aux impacts des obus? C'est le fort de Metz, construit par les Allemands, qui apporte la réponse. Sur le territoire français depuis 1918, il est étudié par des ingénieurs. Les différences avec Verdun sont édifiantes. À la place du fort Masse, qui concentre tous les ouvrages sur un même espace, les ingénieurs découvrent à Metz l'architecture du fort Palmé. L'avantage est que je peux placer les différents éléments de ma fortification à l'endroit idéal. Les postes d'observation, par exemple, sont placés à l'avant pour un maximum de visibilité. Les gros et moyens canons peuvent être cachés derrière une colline parce que leur angle de tir peut être ajusté. Je peux donc répartir tous ces éléments en fonction du terrain et je peux les relier par des couloirs souterrains. Et je peux même construire les casernes à un endroit éloigné mais bien protégé. Pour la ligne Maginot, c'est le modèle du fort Palmé qui va inspirer aux ingénieurs français la construction de véritables forteresses. L'une d'entre elles est le fort de Schönenburg. Situé dans le nord de l'Alsace, à 9 km de la frontière allemande, il fait partie de la région fortifiée de la Hauteur. Le fort est composé de 8 bunkers de taille et de fonctions différentes. À l'avant, 6 blocs de combat enterrés dans une colline. On a fait des calculs par rapport aux gros canons allemands à l'obus de 420 mm. Il fallait un minimum de 15-16 mètres de terre pour être protégé contre toutes les bombes et tous les obus de l'époque. Chacun de ces blocs est équipé d'une cloche d'observation et de tourelles abritant différentes pièces d'artillerie. Parmi elles, le fameux canon de 75 mm. C'est l'arme la plus souvent employée sur toute la ligne Maginot. Ici, au fort de Schönenburg, elle est placée dans les blocs 3 et 4 sous une tourelle à éclipse. L'image emblématique de la ligne Maginot, c'est la tourelle à éclipse, celle qui monte, qui descend, qui tourne sur 360 degrés. Il y en a 150 qui ont été construites. Il y a d'autres fortifications dans le monde où il y a des tourelles qui tournent, mais pas des tourelles qui montent et qui descendent. C'est électromécanique, il y a un contrepoids et la tourelle monte. Donc un enfant peut monter une tourelle de 100 tonnes sans aucun problème. Les canons de 75 mm peuvent tirer jusqu'à 30 coups par minute, soit un tir toutes les 2 secondes. Leur portée maximum est de l'ordre de 9500 mètres. Les ouvrages d'artillerie sont pour moi de véritables fabriques de guerre. Et les soldats de la ligne Maginot étaient des experts pour pouvoir se servir de ces armes très sophistiquées. Dans ces blocs de combat, les hommes sont protégés par du béton armé d'une épaisseur de 6 mètres. En tout, le seul ouvrage du fort de Schönenburg a englouti 150 000 tonnes de béton armé. C'est la première fois en France où on a décidé de dépenser de l'argent pour protéger des êtres humains. André Maginot disait que le mur de béton était moins cher que le mur de poitrine de nos enfants. À plus d'1 kilomètre de là, 2 autres bunkers à l'abri des regards cachés dans une forêt. L'entrée des munitions.
Une voie équipée de rails pour les trains qui acheminent les obus. Et plus discrète encore, l'entrée des hommes. Au fort de Schönenburg, ils peuvent être jusqu'à 630 soldats. Les blocs sont reliés entre eux par des couloirs situés à 30 mètres sous terre. Ils distribuent les différentes pièces qui permettent aux troupes de vivre de manière autonome et de faire fonctionner le fort. L'entrée des munitions et l'entrée des hommes distribuent les casernes, la cuisine et le magasin aux artifices. Le train des munitions circule dans un couloir d'1,5 km. Ce couloir dessert aussi l'entrée des câbles et le poste de commandement. La ligne Maginot possède sa propre centrale électrique. Les couloirs sont équipés de câbles qui transportent cette énergie jusqu'au bloc de combat. L'air qui circule dans l'ensemble de l'ouvrage est filtré, ce qui était très important compte tenu des expériences de la guerre du gaz en 1914. On y trouve des centrales téléphoniques, des télégraphes, bref, tout ce qui existe en termes de technologie moderne à l'époque est installé dans les ouvrages de la ligne Maginot. Et mon père et les anciens, quand ils sont rentrés, le racontaient toujours, dans la ligne Maginot, ils avaient vraiment l'impression de rentrer dans un monde de Jules Verne. Des gros ouvrages d'artillerie comme le fort de Schönenburg, ces bijoux high-tech de l'époque, il y en a 46 dans les régions fortifiées. En tout, la construction de la ligne Maginot a englouti 11,4 millions de tonnes de béton. C'est le chantier du siècle, acclamé par la France entière. La ligne Maginot est la réponse militaire et politique au désir français de préserver la paix. La mentalité de l'état-major est défensive. L'idée d'une guerre mobile, rapide, leur est étrangère. La fortification ne fait pas la guerre. C'est un bâtiment avec des canons dedans et éventuellement quelques hommes. La guerre se fait autrement. À partir de la frontière belge, ces gros ouvrages font place aux petites fortifications de campagne. Il est diplomatiquement impossible de construire ici de gros ouvrages, car la Belgique est un allié politique et militaire de la France. Par ailleurs, c'est chez son voisin belge que l'armée française prévoit de combattre les Allemands en cas d'attaque. Le plan, ce sera de dire, ben voilà, dès que la guerre commence, on fonce en Belgique. Voilà. Et on s'installe sur la frontière belge et sur notre ligne Maginot. Et puis là, la ligne de défense, elle sera là. Donc c'est pour ça d'ailleurs que aussi on ne prolonge pas la ligne Maginot jusqu'à la mer du Nord. Déjà, ça aurait coûté très très cher. La ligne Maginot va inspirer un grand nombre de pays européens. La Tchécoslovaquie fait appel aux ingénieurs français pour construire sa ligne Beneš, selon le même modèle que sa grande sœur française. Mais il n'y a pas que les Tchèques qui décident de s'emmurer. Les Belges modernisent leur fort autour de Liège. Les Polonais fortifient la péninsule de Hel, et même les Suisses se dotent d'une ligne anti-char surnommée la ligne des Toblerones. La Première Guerre mondiale a profondément marqué les esprits. Et l'idée est de dire, si on s'emmure et qu'on se cache derrière nos fortifications, rien ne pourra nous arriver. Mais au fond, c'est aussi l'expression d'une peur et de l'incapacité à mener une guerre offensive en cas de besoin. Considéré comme la solution militaire pour garantir la paix, le repli défensif fait consensus en Europe. Mais bientôt, le continent sera bouleversé dans ses certitudes. Un pays va jouer les troubles fêtes, l'Allemagne d'Adolf Hitler.